Donc, on a fait. J'essaie de donner un certain éclairage à ce qui a été montré dans Astrolabe. Il y a des phrases qui m'ont quand même beaucoup interpellé, mais on a encore un peu entendu aujourd'hui. Ce n'est pas des études à faire en médecine générale. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ces patients sont chez vous. Ces patients sont chez vous. En pneumologie et la Croix-Rousse, on en voit peu. On les voit quand ils vont très mal. Quand vraiment il n'y a plus rien qui va et qu'ils aboutissent aux urgences avec un SAMU ou n'importe quoi, mais sinon on ne les voit pas. Donc ces patients sont chez vous et c'est chez vous il y a peut-être plus tellement de mortalité, c'est 900 par an, il y a quand même une morbidité qui reste importante, c'est pas pour rien que l'assurance maladie fait son projet pour l'instant. Il y a surtout une qualité de vie, je vous assure, en ETP, venez voir à l'ETP, à la Croix-Rousse avec moi les patients asthmatiques, venez voir la qualité de vie de chiens qu'ils ont et les plaintes qu'ils ont et les contacts qu'ils ont avec leurs enfants, avec leurs conjoints, etc. Et vous vous direz qu'il y a peut-être des choses à faire effectivement au niveau de l'asthme en France. Toi, tu as que des graves aussi. Pardon? Toi, tu as que des graves et des sévères. Oui, pas nécessairement. J'ai surtout des patients mal contrôlés. Comme on disait avec Pison cet après-midi, on voit 80% de patients mal contrôlés alors qu'on devrait voir 20% de patients mal contrôlés. Et là, franchement, c'est pas seulement de la sévérité, c'est du contrôle. Vraiment, c'est pas la même chose. C'est des traitements qui sont inadaptés. Plus d'un patient sur deux qui n'est pas capable de se servir de ces dispositifs, etc. C'est ça aussi, Denis. Voilà, 4 études récentes conduites à Lyon, peu importe. C'est simplement pour vous montrer qu'il y a moyen à votre niveau, de vous, médecin généraliste, de faire énormément de choses pour vos patients en regardant quand même un jour dans vos ordis, le jour où ce sera possible, ce que vous avez comme info sur vos patients. Donc, par exemple, il y a quelques années à Lyon, on a conduit avec l'assurance maladie, à la demande de l'assurance maladie, un projet sur les ratios, ce qu'on appelle les ratios. Donc, grosso modo, c'est le ratio, c'est un nombre de boîtes, c'est du boitage, c'est bête comme chou, entre le nombre de boîtes de corticoïdes inhalés divisé par le total de traitement de l'asthme sur une période d'1 an. Donc, c'est par exemple 6 boîtes sur 12 ou quelque chose comme ça. Et donc, on a bien démontré, je ne vais pas rentrer dans le détail de toutes les études qu'on a faites, mais on a bien démontré que ce ratio doit être supérieur à 0,5. 0,5. Donc, sur l'ensemble des boîtes que vous prescrivez à vos patients asthmatiques, il faut qu'il y ait au moins une boîte sur 2 qui contiennent des corticoïdes inhalés. Une boîte sur 2. Et à partir du moment où vous aurez cette boîte sur 2, vous allez voir les effets miraculeux que vous avez sur vos patients, pour autant, bien entendu, qu'ils adhèrent aux recommandations que vous leur faites. Ça, c'est encore autre chose. On peut en discuter à l'infini. Voilà. Donc, je vais passer rapidement. On a fait par exemple une étude là sur une enquête qu'on a faite en officine qui montre que les patients qui ont ce qu'on appelle un mauvais ratio, donc c'est moins d'une boîte sur 2 qui est un corticoïde inhalé, c'est la colonne du milieu, ont beaucoup plus tendance, ont un moins bon contrôle de l'asthme par rapport aux gens qui ont par exemple un ratio supérieur à 0,5. Donc vous voyez un impact direct sur les niveaux de contrôle de la maladie. C'est look at the control, idiot. C'est vraiment au niveau du contrôle et de la qualité de vie que tout se passe. Même chose sur les limitations, la dyspnée, les réveils nocturnes. Ça pourrit la vie d'avoir un réveil nocturne de façon fréquente, hein, je vous assure. C'est pas quelque chose d'amusant. Voilà. Donc là, on avait démontré par une étude en pharmacie qu'il y avait un gros souci au niveau de ce contrôle. On a refait cette étude sur les bases de l'assurance maladie pour voir les consommations de soins, les grosses consommations de soins dans ce qu'on appelle la morbidité avec l'hospitalisation. Et rebelote, vous tombez sur ce misérable groupe à mauvais ratio où vous voyez qu'il y a vraiment ce qu'on appelle un cluster d'hospitalisation, d'exacerbation qui se produit dans ce groupe. Donc là, voilà, c'est quelque chose qui est facilement vérifiable. Vous prenez l'ensemble des ordos que vous avez fait à ces patients sur une période d'1 an. On l'a fait aussi, rassurez-vous, sur des bases de prescription, à des bases de la puissante CGDIM, rebelote. Vous voyez qu'il y a exactement le même problème qu'avec les bases de l'assurance maladie ou les enquêtes en pharmacie. Vous avez vraiment un ratio un cluster de surconsommation de soins, chez ces personnes qui n'utilisent pas suffisamment. Il faut être nuancé dans ce qu'on dit, suffisamment de corticoïdes inhalés pour la sévérité de leur asthme. Voilà. Et donc, clairement, il y a un souci énorme à ce niveau-là. Donc, une autre étude, oui, c'est un outil intéressant, y compris en santé publique, etc. Une autre étude qui nous a édifié, parce qu'on ne s'y attendait pas du tout non plus, on a repris les bonnes bases de l'assurance maladie, qui sont des bases de délivrance, donc a priori, on est un peu plus près de la réalité que les bases de prescription, puisqu'un patient va ou ne va pas chercher son médicament à l'officine. Et donc là, qu'est-ce qu'on voit? On voit dans l'étude MPR,
On a regardé deux choses, on a regardé ce qu'on appelle le taux de couverture et on a regardé ce qu'on appelle la persistance. Ça, c'est le premier tableau sur le taux de couverture. C'est un indicateur de couverture par les traitements dans l'asthme. Et donc, vous voyez que le taux de couverture moyen est à 50%. 50%. Donc, les patients asthmatiques sont couverts à raison de 50% par des corticoïdes inhalés. Et qu'il n'y a que, en principe, on met toujours la barre relativement haut, on met la barre à un taux de couverture supérieur à 80%. Il y a un quart des patients asthmatiques qui ont un taux de couverture correct en matière de corticoïdes inhalés. On est en France, l'étude a été faite sur les années des données 2013. Donc vous voyez que c'est vraiment pas fameux. Et là, on a regardé la persistance, et la persistance est encore plus effrayant, puisqu'on a pris des patients, on s'est vraiment focalisé, comme dirait Denis, sur un groupe de patients relativement sévères. On a pris des gens qui avaient trois délivrances rapprochées, qui étaient connus pour leur asthme, qui avaient 3 délivrances rapprochées de CI. Donc, a priori, des gens chez lesquels on espère une persistance relativement longue. Et à 12 mois, vous avez 20% des patients asthmatiques qui sont encore traités par des corticoïdes inhalés. Moi, je trouve que ces chiffres sont absolument affolants. On peut regarder ça aussi de 71 à 90 de mémoire, mais c'est des chiffres absolument effrayants. Donc les gens sont très très mal couverts en France par leurs corticoïdes inhalés. Voilà. Donc, que dire d'autre? Ça, c'est une étude qu'on vient de terminer. On a fait une comparaison entre la France et le Royaume-Uni. Et le plus important, c'est un peu ce que je vous signalais au départ, c'est de voir que la surutilisation de Balda a très très fort baissé entre 2006, je crois, ou 2007 et 2013. Donc c'est vraiment une très très bonne nouvelle. Ça fait extrêmement plaisir. Ça nous a compliqué la vie à l'infini pour l'étude d'Astrolabe, puisqu'on n'avait plus ces patients. Mais la bonne nouvelle, c'est quand même que c'est quelque chose, un profil d'utilisation qui a quasiment disparu. Mais il reste quand même encore en France 1% des enfants, je crois, qui continuent à recevoir, ce qui est beaucoup, continuent à recevoir ce genre de produit. Donc la situation n'est pas encore parfaite. Voilà. Et oui, ça c'est l'intérêt, c'est pour vous montrer un petit peu l'intérêt de ces bases de données populationnelles, comme celle qu'on a en France et qui est une pure merveille. Vous arrivez donc à faire des extrapolations, et sur base des critères qu'on a pris là, à dire que vous avez à peu près 200 000 patients britanniques et 200 000 patients français qui sont traités inadéquatement par des traitements de la crise, ce qui est quand même beaucoup. Et on n'a pas pris en compte, parce que c'est affreusement difficile à faire et à faire des algorithmes corrects, on n'a pas pris en compte les gens qui ont une utilisation inappropriée de corticoïdes inhalés. Voilà. Et puis une dernière étude que je vous montre qui est amusante, c'est une étude qu'on a faite sur les typologies des patients. Donc on a regardé les traitements que les gens reçoivent avant hospitalisation. Donc on a pris des gens qui sont hospitalisés, on est allé en marche arrière, on a regardé les traitements qu'ils prennent au cours des 12 mois précédant l'hospitalisation. Qu'est-ce qu'on voit? On voit 3 groupes bien distincts. On voit un groupe qui fait à peu près les 2/3 des patients qui sont des gens qui ne sont quasiment pas traités. Rebelote, c'est des patients qui ont de l'asthme, mais qui, les 12 mois précédant l'hospitalisation, ne sont plus traités. Voilà, ils n'ont quasiment plus aucun traitement, et donc, bouf, ça finit par une hospitalisation. Un deuxième cluster qui est plus difficile à comprendre, là il faut du Cali, c'est des gens, à peu près un tiers, donc des gens qui sont exposés quand même de façon régulière aux associations fixes, mais qui finissent quand même à l'hôpital. Qu'est-ce qui s'est passé? Mauvaise utilisation des DI. David Price prétend qu'au Royaume-Uni, les 2/3 des patients ne savent pas se servir des dispositifs inhalés. On doit être à des chiffres comparables en France, mais donc ils finissent aussi à l'hôpital. Et puis un dernier groupe de patients, heureusement, ça ne représente que 4% des gens qui étaient hospitalisés, qui sont des gens qui correspondent un petit peu aux patients qu'on cherchait dans l'étude Astrolabe. Donc ce sont des gens qui sont à la fois sous Balda et sous CI et qui ont un déséquilibre entre Balda et CI. Voilà. Et donc quelques messages, et puis j'en resterai là. Un saucisson avec? Ouais. Prise en charge majoritairement inappropriée de l'asthme, vraiment. Donc on s'est vraiment posé beaucoup de questions. Enfin, je me suis posé énormément de questions depuis 2 ans, 3 ans, en voyant les difficultés de recrutement, etc. Et essayer de comprendre. Je n'imaginais pas que ces patients soient si difficiles à imaginer en soins premiers. Et je n'imaginais pas qu'il soit si difficile à inclure dans une étude en toute sincérité, parce que ces patients sont chez vous. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Prise en charge majoritairement inappropriée de l'asthme, régularité insuffisante des prescriptions et des prises de CI, et arrêt trop précoce des CI, probablement, un peu comme Alain l'a dit dans les études Cali, pas de symptômes, pas d'asthme.
La bonne nouvelle, parce que c'est quand même des bonnes nouvelles pour faire plaisir à Olivier, c'est qu'il y a une baisse du mésusage des LABA. Donc on est vraiment en chute libre et c'est très bien, sauf que ça nous a beaucoup compliqué la vie pour les recrutements d'Astrolabe. Donc pour rappel à tout le monde, ne jamais prescrire en monothérapie ou en association libre dans l'asthme, s'il vous plaît. Question suivante. Quelle est la place du généraliste dans la prise en charge de l'asthme? Voilà. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça aille mieux dans l'asthme en France en soins premiers? Mettre en place une organisation patient-centrique avec ce qu'on appelle des navigateurs. Donc pour l'instant, en cancérologie, c'est quelque chose qui se développe beaucoup. Est-ce qu'il faut d'autres professionnels de santé? Est-ce qu'il faut prendre un système à l'anglaise avec des infirmières? Est-ce que les pharmaciens qui ont très bien compris qu'il y avait un gisement, entre guillemets, doivent être impliqués là-dedans? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ces patients soient bien pris en charge? La réponse est à votre niveau. Donc l'asthme n'est pas une maladie orpheline, c'est une réflexion blessante que j'ai entendue au cours de l'étude Astrolabe. C'est une maladie orpheline, n'existe pas en médecine générale. En tout cas, ce sont des patients orphelins, ça ne fait pas l'ombre d'un doute. Et ce sont des patients qui sont mal formés, ce sont des patients qui sont mal traités, et c'est des patients qui sont mal traités tout court. Je suis triste de voir comment ça se passe dans l'asthme, très très souvent, malheureusement, en soins premiers. Donc, de nouveau, soyons positifs, développer ETP, 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 par pitié, par pitié, par pitié. Les Anglais le disent, 100% des patients asthmatiques devraient avoir de l'ETP, devraient avoir un débit de pointe, devraient avoir un plan d'action. Je sais que ça nous fait sourire, je sais qu'on est à probablement à 1% ou moins de 1%. On a une marge de manœuvre gigantesque, mais c'est extrêmement important. Venez voir avec moi des patients asthmatiques à la Croix-Rousse, regardez leur qualité de vie, regardez comment ça se passe, ou même en dehors de la Croix-Rousse, regardez comment ça se passe, et quelque part, vous serez peut-être motivé pour développer de l'ETP. Deux derniers messages. Là, j'insiste beaucoup, j'enquiquine souvent les collègues lyonnais à ce sujet, sur l'intérêt du SNIRAM, donc les bases de données merveilleuses qu'on a en France, qui sont des bases de données soins primaires et soins secondaires. On a fait des chaînages entre des dossiers médico-électroniques et le SNIRAM. On a fait des chaînages avec des données rapportées par les patients. C'est une merveille absolue en recherche en soins premiers. C'est également une merveille absolue pour des recherches en surveillance populationnelle, avec des possibilités de retour vers des patients ou des professionnels de santé. C'est bien entendu le rêve, c'est de faire des études interventionnelles. Voilà. Et puis, dernier point, pour peut-être renforcer un peu votre intérêt potentiel, le souci va encore augmenter avec les traitements biologiques qui arrivent. Vous savez qu'il y a des biothérapies qui arrivent dans l'asthme. Il y a le Nucala, le Mepolizumab qui va être vendu dans pas très longtemps, qui est une merveille sur le plan efficacité, mais c'est également une merveille sur le plan des effets indésirables potentiels. Et c'est des traitements qu'on va donner, je le sens venir, qu'on va donner trop rapidement, sans avoir vérifié le niveau d'adhésion des patients, sans avoir vérifié la mise au point, sans avoir fait une mise au point correcte des patients, etc. Donc là, de nouveau, quelque chose va se passer dans les années qui viennent. Voilà, j'ai tout dit.